Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Il est 13h à Paris. Bienvenue dans l'info du jour. Cette demi-heure consacrée à cette 12e journée de bras de fer au Moyen-Orient. Loin de retomber, le conflit s'accélère et se durcit même sur plusieurs fronts. Le régime toujours en place tente de s'afficher plus puissant que jamais, extrêmement menaçant à l'égard de ses opposants. Il prévient aussi de représailles sur les intérêts étrangers. Les regards actuellement braqués sur le détroit d'Ormuz où la circulation est totalement bloquée, contrôlée par les gardiens de la révolution, l'armée iranienne qui qualifie à l'instant de cible légitime les navires américains, israéliens et de tous leurs alliés dans cette zone hautement stratégique. On va évidemment revenir aussi sur les frappes qui se poursuivent dans la région. On va décrypter cette nouvelle journée avec le journaliste et écrivain Slimane Zeguidour qui est notre invité du jour. Bonjour et merci d'être avec nous. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, un club 100% consacré à la situation au Moyen-Orient. Flore Simon nous dira qu'ici en France, Sébastien Lecornu reçoit cet après-midi les différents chefs de groupe à Matignon. En jeu bien sûr la question du prix du carburant qui flambe et qui commence à inquiéter à quelques jours seulement des municipales. Et puis Benoît Perrochet nous donnera des nouvelles de ces footballeuses iraniennes forcées d'évacuer leur résidence après que l'une d'elles ait changé d'avis, refusé l'asile offert par Canberra et révélé leur géolocalisation à l'ambassade d'Iran. L'inquiétude qui prime pour les opposants iraniens alors que le régime a de nouveau prévenu. Toute forme d'opposition ou de manifestation sera sévèrement réprimée. La machine répressive du régime qui est toujours en place. Les opposants le savent et ils vivent terrés chez eux en ce moment, la peur au ventre. Julie Dungeloff nous donnera des nouvelles de plusieurs d'entre eux à 14h30 dans Derrière l'image. Au 12e jour du conflit au Moyen-Orient, le régime des Mollahs est donc toujours en place. On assiste depuis ce matin à une nouvelle démonstration de force. Par l'image, les partisans du régime rassemblés en nombre dans les rues de Téhéran. Vous allez le voir ici, image en direct. Ces Iraniens venus assister aux funérailles de 7 commandants militaires tués aux côtés d'Ali Khamenei. Depuis, un nouveau guide, son fils, a été nommé Mojtaba Khamenei, dont l'état de santé est très commenté aujourd'hui. S'il reste invisible, le nouveau chef fait passer ces messages. L'Iran ne pliera pas face à l'offensive israélo-américaine qui se durcit. L'Occident a les regards braqués en ce moment sur le détroit d'Ormuz, totalement bloqué. Ce point de passage stratégique pour le pétrole mondial et pour le gaz peut-il faire bouger le curseur? Les marchés sont en tout cas repartis dans le rouge. Les prix à la pompe s'envolent un peu partout. À côté de cela, plusieurs pays vivent au rythme de frappes incessantes, notamment le Liban sous les frappes israéliennes. Bonjour Slimane Zeguidour, vous êtes écrivain, journaliste, éditorialiste, vous êtes notre confrère de TV5 Monde et merci d'être avec nous pendant cette demi-heure pour décrypter et analyser ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Moyen-Orient. On commence peut-être par les dernières images fraîches qui nous viennent du terrain, ce sont celles de Téhéran, je le disais, on était avec Siavash Ghazi il y a quelques instants, qui était au cœur de ce cortège. On enterre aujourd'hui 7 commandants militaires de l'armée iranienne qui ont été tués, abattus aux côtés d'Ali Khamenei il y a quelques jours. C'est une nouvelle démonstration de force du régime iranien qui est toujours en place aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il a choisi l'épreuve de force. Donc il l'assume d'abord du point de vue de la rhétorique pour la consommation interne, c'est-à-dire on est là, on va tenir quoi qu'il en coûte. Sachez-le, vous qui êtes à l'intérieur, qui voulaient en profiter pour taper contre nous. Et nos adversaires à l'extérieur doivent savoir qu'on est là, on n'est pas mort, et on tient la route. C'est de bonne guerre en termes de communication psychologique, c'est le minimum qu'ils puissent faire. On est dans de la pure propagande, là? Pas dans la propagande, dans la communication. La propagande, c'est quand on met du mensonge. Et quand on veut tromper son opinion intérieure ou intoxiquer l'adversaire. Là, on est dans la com. C'est-à-dire, on n'est pas mort, on n'est pas tombé, parce qu'ils ont été frappés d'une manière qui a été d'une certaine manière scénarisée pour que, ce que les Américains appellent, pour susciter chez eux le choc et l'effroi. C'est le concept qu'utilisent les Américains. Pour qu'ils soient tellement sonnés qu'ils jettent l'éponge et ils disent « basta, ça y est, on fait ce que vous voulez ». Ce qui ne s'est pas produit. Et donc, il continue sur le plan rhétorique, il continue à dire on est encore là, on ne jette pas l'éponge.
Il y a eu quand même plus de 5000 frappes israélo-américaines depuis 12 jours. Ce n'est pas rien. On regardera dans quelques instants l'ampleur des dégâts. D'ailleurs, avec le guide suprême tué, de nombreuses personnes également décimées, des familles entières parfois. Vous nous dites aujourd'hui, à l'inverse de Pete Hegseth qu'on suivait à la même heure hier sur cette antenne, le secrétaire américain à la Défense disait on est en train de gagner haut la main cette guerre. Vous nous dites un peu l'inverse finalement aujourd'hui. Lui, il fait la même chose. En plus, lui, il a une dimension un peu messianique. C'est un évangélique qui cite la Bible à tour de bras. Et lui aussi pense que la guerre est finie. Le problème, c'est que dans la guerre, d'abord, on sait toujours, vous le savez, comment ça commence. Personne, nul n'est capable de dire quand et comment cela va se terminer. Et puis, la notion de victoire, elle est très relative. Par exemple, il y a un concept géostratégique dans l'armée, c'est que si, dans un combat asymétrique, si le faible n'est pas mort, il n'a pas perdu. Et si le plus fort n'a pas tué le faible, il n'a pas totalement gagné. Et comme dit le vieil adage romain, il n'y a pas de vainqueur sans l'aveu du vaincu. Pour l'instant, le régime des mollahs joue la carte, on est là, on résiste. Bien sûr l'Iran a reçu des coups terribles, que le régime lui-même a vu son prestige. Je veux dire, la façon dont ses dirigeants ont été tués atteste d'une incompétence ou d'une faille, en tout cas, gravissime dans le système de protection et de sécurité du personnel politique du régime. Ce qui fait que, du point de vue du complexe militaro-sécuritaire, le régime a été ébranlé, très fortement ébranlé, mais il tient encore la route parce que pour lui, le combat n'est pas seulement militaire. Alors, vous mettez en avant justement ces failles sécuritaires, peut-être, qui ont conduit à la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui sur l'état de santé de son fils, qui donc lui a succédé. Il a été nommé dimanche dernier. On n'a pas vu depuis des jours. L'Iran dit il est sain et sauf. Le Mossad, le service de renseignement israélien, dit il a probablement quand même été blessé dans la frappe. C'est pour ça qu'on ne le voit pas aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'apparition publique. On peut se douter qu'il vit terré, caché quelque part. Écoutez, vu le nombre de dirigeants iraniens qui ont été tués dans leur chambre à coucher, dans leur voiture, dans leur bureau en sortant de chez eux, la moindre des choses serait qu'ils prennent toutes sortes de précautions. C'est certain. Mais là encore, on est dans la com des deux côtés, parce que ne pas il pourrait apparaître à l'écran, à l'image, dans une vidéo tournée. Oui, il pourrait apparaître, oui. Et dans ce cas-là, on se dira, si on ne voit que le buste, on dira est-ce qu'il a encore ses jambes. Mais le fond de l'affaire n'est pas là, parce qu'il peut mourir, évidemment. Il a été blessé. Mais le fond de l'affaire est ailleurs. Il faut penser au paysage après bataille. Qu'est-ce qui se passe dans cette région ? On a un Iran, un régime qui est là depuis 47 ans, qui a contraint tous les pays voisins à se réadapter à sa présence, qui a menacé d'étendre sa révolution un peu partout, qui a été un élément perturbateur tout en veillant à ce qu'il n'ait aucun problème de frontière avec ses voisins. La seule fois où il a eu des problèmes, c'est quand les Irakiens l'ont attaqué en 1980 avec l'aval de l'Occident. Donc c'est un régime qui essaye de survivre par tous les moyens parce qu'il joue sa vie, il joue son existence. Donc il va, comme on ne lui laisse pas de chance, il va résister jusqu'au bout en essayant de mettre le maximum de désordre autour de lui. Alors justement, ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont même théorisé cette notion de pouvoir de nuisance alentour. C'est le cas un peu aujourd'hui, on peut le dire, on est d'accord. On va peut-être regarder une carte, montrer ce qui est en train de se passer pendant que nous on commente la séquence en direct sur France 24, sur le plan strictement militaire. Pour le coup, ils tiennent leurs promesses, leurs Iraniens. Le niveau de tension, il est inchangé, voire ça va même crescendo. Des frappes un peu partout dans la région. Des attaques nous sont signalées de toutes parts. Dubaï, Doha, Riyad, le Koweït, le Liban, évidemment, qui subit le feu des Israéliens. On voit cette carte juste derrière vous pour que nos téléspectateurs comprennent bien à quel point ça peut s'étendre dans cette région. Des frappes également en mer, au large des Émirats arabes unis et bien sûr du détroit d'Ormuz. Vous me voyez venir, j'aimerais qu'on se concentre sur ce point de passage stratégique qui demeure peut-être le moyen de pression le plus important des Iraniens aujourd'hui. On va regarder quelques images, voir ce qui est en train de se passer là-bas. Les gardiens de la Révolution annoncent contrôler totalement ce point de passage, le bloquer, même des navires
étrangers sont bloqués au moment où l'on se parle, notamment des Français qui sont à l'arrêt. Plusieurs navires ont d'ailleurs été pris pour cible, frappés par des tirs. Explication en images et puis on y revient juste après. Cette vidéo a été publiée sur le réseau social X par l'armée américaine. Elle montre des bateaux détruits dans de violentes explosions. Selon l'état-major, il s'agit de navires iraniens en train de poser des mines à proximité du détroit d'Ormuz. Cette annonce intervient alors que Téhéran chercherait à miner le passage. Selon la chaîne américaine CNN, Donald Trump se montre menaçant. Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Depuis le début de la guerre, le trafic est quasiment à l'arrêt dans le détroit où transite 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. La République islamique prévient, le corridor restera dangereux tant que les bombardements israélo-américains se poursuivront. Parmi les solutions envisagées par Washington, l'escorte de pétroliers. Mardi, un ministre américain a annoncé, à tort, qu'un navire avait franchi le détroit avec l'aide de la marine américaine avant de supprimer son message. Mais la Maison-Blanche n'écarte pas cette possibilité. Je peux confirmer que la marine américaine n'a escorté aucun pétrolier à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est une option que le président a déclaré vouloir absolument utiliser si nécessaire et au moment opportun. Selon des observateurs, ces escortes seraient difficiles à mettre en place à cause du grand nombre de navires à protéger et du niveau de danger élevé. Il y a l'armée iranienne qui a qualifié en ce début d'après-midi, je cite, de cible légitime tous les navires américains, israéliens et de leurs alliés dans le détroit d'Ormuz. Donc les navires français notamment qui sont encore bloqués là-bas. Comment est-ce que vous qualifiez la situation là-bas? Je disais c'est un point de pression. Il utilise comme une forme de chantage, ce point de passage? Oui, c'est aussi de bonne guerre, parce qu'il se trouve que la géographie les sert. Le détroit d'Ormuz, dans son coin le plus étroit, c'est 33 km. Mais la partie navigable est seulement de 12 km. Or, eux peuvent effectivement, comme vous le disiez, semer des mines. Ils peuvent faire couler des bateaux parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le golfe Persique est la mer la moins profonde du monde. Vous savez quelle est la profondeur moyenne dans le golfe Persique? Non. Je vous le donne en 40 mètres. C'est-à-dire c'est un immeuble de 10 étages. C'est pas grand-chose pour les bâtiments qui transitent par C'est pas grand-chose. On ne peut pas envoyer de sous-marins. C'est entre 80 et 40 mètres. Donc c'est très limité. Les Américains ont mis en garde les Iraniens en leur disant si vous placez des mines donc sous l'eau, c'est ça dont il est question. C'est une guerre qui se joue aussi sous l'eau. Oui. On va bombarder la zone 5 fois plus fort. Pitex 7 le disait il y a encore. Oui. Là, c'est de ça dont il est question au moment où on se parle, parce qu'on a vu des navires ciblés et explosés aujourd'hui par ces frappes israélo-américaines. Oui, et les Américains, comme nous le savons, nous journalistes, tous les 2 jours, ils disent on va encore frapper plus fort. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu, ce sera encore plus terrible, mais ça n'a pas d'effet. C'est comme les parents qui menacent de frapper leurs enfants, mais une fois qu'ils les ont frappés, ça n'a plus d'effet. Toujours est-il que pour le régime iranien, c'est une carte qu'il est plus intéressant d'agiter que de jouer. Parce qu'une fois qu'ils jouent la carte, ils vont eux-mêmes s'empêcher d'exporter leurs millions de barils. C'est leur seule source de devises. Donc, ils vont scier la branche sur laquelle Quand on connaît la crise économique qu'ils traversent, les manifestations à la base sont parties là. C'était le point de départ en décembre dernier. Exactement. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant, c'est que c'est un moyen de pression et de chantage assez efficace finalement, parce que quand on voit comment les différentes chancelleries réagissent, et en même temps, c'est très risqué pour le régime iranien. Complètement. C'est pour ça qu'il a trouvé une demi-mesure qu'il essaye de maintenir coûte que coûte. C'est ne pas bloquer totalement le détroit d'Ormuz, mais en perturber très sérieusement le trafic. Ça, c'est beaucoup plus rentable pour eux. Et le simple fait de menacer de perturber le trafic fait monter les primes d'assurance, suscite de l'inquiétude et de la peur, de la panique. Et on sait très bien que dans les bourses financières, la panique, le sentiment subjectif
de peur est un élément aussi... C'est jamais bon. Ça jamais provoque la volatilité, évidemment, des Exactement. cours du brut. Et d'ailleurs, on le voit à tous les niveaux, les chancelleries s'organisent, en tout cas tentent de s'organiser. L'AIE qui sûrement va prendre cette décision assez inédite Aussi. de débloquer des réserves stratégiques et qui appelle les pays à faire de même. Il y a le Japon qui a déjà pris cette décision, l'Allemagne aussi, les Français, on est sur le point là. Hein. Oui, oui. On risque de Tout l'annoncer tout à cela l'heure. sous l'effet d'une simple menace Hmm. de fermer. Il n'est pas encore fermé. Donc rien que la menace crée une perturbation dont l'onde de choc va de la bourse de Tokyo jusqu'à celle de New York. Et les Iraniens jouent beaucoup là-dessus. J'imagine que vous avez suivi le discours de Donald Trump il y a quelques jours. Ces mots ont suffi, et c'était assez impressionnant, en quelques instants, à faire redescendre la tension, en tout cas Oui. sur les places boursières, et à restabiliser les prix. Oui, Bon, oui. on a vu que depuis, c'était reparti Oui. à la hausse, ou en tout cas dans le rouge. Trump parlait d'une fin de guerre imminente. J'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que vous croyez que la guerre va s'arrêter assez vite? Alors, il y a deux éléments qui jouent. C'est l'élément, disons, pragmatique, rationnel, qui, voyant que le plan initial, parce que les Américains avaient un plan, et les Israéliens avaient un plan qui était un peu, la presse anglo-saxonne a beaucoup insisté là-dessus, qui était un peu le calcul qu'avait Poutine pour l'Ukraine. C'est-à-dire, on fait une attaque massive, le gouvernement en place est tellement sonné qu'il jette l'éponge. Et on pensait que les Iraniens, en décapitant le guide, allaient complètement s'aplatir et dire « Ok, on fait ce que vous voulez ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc la guerre a pris une tournure qui n'était pas celle qui était envisagée. Donc ça coûte un argent fou. Imaginez le nombre de missiles d'interception qui ont été lancés, la catastrophe sur l'opinion publique. Trump est devenu un homme totalement impopulaire. C'est une guerre qui est très populaire en Israël, mais inversement impopulaire aux États-Unis. Donc il n'y a plus que des coups à prendre pour Trump sur le plan politique. On peut dire qu'il a envie que ça s'arrête. Il a dit une phrase aussi, il a dit « Si les Iraniens coulent des bateaux ou mettent des mines pour fermer le Golfe, le détroit, ce sera l'enfer pour eux. Mais s'ils s'abstiennent de le faire, ce sera, je cite, un très grand pas vers des jours meilleurs. » Il dit tout et son contraire, Donald Trump. Oui. C'est intéressant Donc, ce que vous ça dites. pourrait Quand il dit s'arrêter. la fin de la guerre est imminente, c'est pas la réalité, c'est son envie qui parle là. Hein. Il a envie d'en finir assez vite. Bien sûr. Mais s'il prend la décision de finir assez vite, est-ce que les Israéliens, eux, vont suivre? Parce qu'il n'est pas sûr que les Israéliens s'en tiennent à une demi-victoire. Parce que pour l'instant, on ne sait pas qui est le gagnant. Tout le monde a perdu quelque chose. Tout le monde a perdu quelque chose, à commencer par les Américains et les Israéliens. L'Iran a perdu beaucoup plus, évidemment, mais on ne sait pas qui est vraiment vainqueur dans cette histoire. S'arrêter à ce moment-là dans la guerre, il pourrait être amené à demander qu'on lui demande des comptes. Mais il a continué à perte. Les agendas politiques, évidemment, diffèrent d'un pays à l'autre. Je pense aux Américains et aux Israéliens, parce que Trump va se confronter assez vite aux midterms, aux élections de mi-mandat. Vous parlez de l'opinion publique américaine qui est quand même assez sensible, notamment à l'évolution des cours du brut, des prix à la pompe. Les Israéliens, eux, sont favorables à une intervention contre l'Iran. Et c'est vrai que le narratif du gouvernement israélien finit par payer avec le temps. L'Iran est devenu la menace nucléaire. Ça a été complètement intégré. On a vu des Israéliens entrer en scène en premier, d'ailleurs, et frapper avec énormément de force, de nouveau le Liban, voisin, le Liban, où un cessez-le-feu était en cours depuis de longs mois. Novembre 24. Voilà, novembre 2024, 700 000 déplacés en 12 jours, de nombreuses victimes, près d'1 millier de victimes là aussi, et ces frappes incessantes avec des drones qui survolent la zone. Sans parler de villages détruits entièrement. Des villages détruits et des Libanais assez résilients finalement, pour certains qui décident de rester malgré la menace dans le sud de pays. Ce matin encore, c'était le centre de Beyrouth qui était pris pour cible. On va regarder quelques images et puis on commentera ça juste après ensemble. Regardez. Un immeuble éventré, des débris encore fumants ce matin. Cette nuit, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, le centre de Beyrouth a été touché par une frappe israélienne. Les habitants du quartier densément peuplé d'Aïcha Bakar sont sous le choc. Dieu merci, nous sommes encore en vie. Vers 5h30 du matin, un raid aérien israélien a touché notre quartier. Le bâtiment visé se situe à quelques mètres de Dar al-Fatwa, la plus haute autorité religieuse sunnite du pays. Une attaque soudaine qui a poussé ses habitants à fuir.
Je courais d'une pièce à l'autre pour rassembler ma femme et mes enfants. Je les ai cachés derrière un mur et c'est alors que le second coup est arrivé. Plus loin dans la banlieue sud de la capitale, bastion du Hezbollah, un nouveau raid aérien cette nuit. Une situation qui se répète depuis 9 jours. De nombreux déplacés cherchent le moindre espace pour se mettre à l'abri. Cette école a été transformée en point d'aide humanitaire. Nous ne pouvons pas nous procurer les médicaments dont nous avons besoin car ils sont en rupture de stock. Cela signifie qu'aujourd'hui nous cherchons constamment une solution, mais il n'y en a pas car l'accès est bloqué. Selon les chiffres officiels, près de 600 Libanais ont été tués depuis le 2 mars par les opérations israéliennes. Plus de 750 000 déplacés à l'intérieur du pays. Certains se dirigent aussi vers la Syrie voisine. Voilà, j'aimerais citer le ministre israélien de la Défense qui communique en ce début d'après-midi et qui, à l'inverse de Donald Trump, confirme pour le coup ses intentions en termes de durée. Il dit que ce conflit va continuer sans aucune limite de temps. On l'avait bien compris, ça. Hein. Oui. Vous savez, au lendemain de l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre en Israël, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a déclaré ceci. « Nous allons changer la carte démographique du Moyen-Orient. » Et donc, c'est ce qui se passe. L'armée israélienne veut évacuer le maximum de gens du sud Liban jusqu'au fleuve Litanie. Donc, vous disiez 700 000 personnes, mais il y a aussi 400 000 personnes qui ont été originaires, qui avaient été déplacées auparavant et qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Il n'y a plus que la FINUL comme force armée. L'armée libanaise ne s'y risque plus. Il y a peut-être des commandos du Hezbollah. La FINUL, d'ailleurs, dont 700 hommes sont français, c'est-à-dire 10%. Mais l'armée israélienne est en train aussi d'occuper le sud de Damas, la partie du Golan qui n'était pas occupée, mais où l'armée israélienne a pris à peu près 400 km², c'est-à-dire la moitié du Golan annexé. Et en Cisjordanie, on a déjà 45 000 ou 50 000 réfugiés qui étaient eux-mêmes des réfugiés de 1948, dont les camps de réfugiés ont été rendus inhabitables et qui sont déjà réfugiés pour la deuxième fois en Cisjordanie. Il y a un tsunami, un petit tsunami démographique qui est en train d'éloigner les Libanais et les Palestiniens de leurs terres ancestrales. La menace qui a été brandie, agitée ces dernières années, iranienne, agitée évidemment par le gouvernement israélien, ça sert de prétexte idéal aujourd'hui à ce gouvernement pour avancer ses pions ? Il y a ce prétexte, évidemment, menace existentielle. L'Iran veut la bombe atomique pour la lancer sur Israël, ce qui voudrait dire sacrifier aussi les Palestiniens dans ce coup de folie si jamais il se produirait. Mais il y a aussi un élément dans la coalition actuellement, c'est une coalition assez hétéroclite, mais qui quand même se rejoint sur l'idée qu'il faut un maximum de territoire avec un minimum de Palestiniens ou de Libanais. C'est une formule qu'ils utilisent. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Le maximum de territoire avec le minimum d'Arabes. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les Israéliens ? On parlait d'enjeux divergents. Pour la coalition au pouvoir et certains de ses ministres, il faut s'étendre au Liban et s'installer, peut-être pas ad vitam aeternam, mais en tout cas s'installer le plus longtemps possible et probablement aussi dans le sud de la région de Damas, dans le Golan. Slimane Zeguidour, les Israéliens qui sont aussi sous le feu des tirs, des drones iraniens notamment, la menace qu'ils brandissent, est-ce qu'elle n'est pas réelle aussi ? Bien sûr qu'elle est réelle. On est quand même dans un conflit qui dure depuis 80 ans. Et bien sûr qu'il y a 1 million d'Israéliens qui sont dans les abris, avec leurs enfants, leurs femmes, etc. C'est quelque chose qui psychologiquement est intenable. Mais dans le cas d'Israël, il y a quelque chose qui est tragique, c'est que au moment où une douzaine de pays arabes sur 22, avec les accords d'Abraham, étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël, que cette coalition s'est constituée en Israël avec une intransigeance qui perturbe tous les... Imaginez qu'un pays comme l'Arabie Saoudite était prêt à rejoindre les accords d'Abraham. Ça aurait été, après l'Égypte, plus grand pays arabe, siège de la Ligue arabe, et après la Jordanie, ça aurait été la plus grande caution politique
je dirais même théologique, à l'absorption, l'intégration d'Israël dans le Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là que les rapports se dégradent. J'entends un peu de frustration là dans votre voix. Les conséquences là, de ce qui est en train de se jouer en ce moment, ça va être quoi? Vous parliez de cartes totalement redessinées dans la région. C'est en cours. L'espoir éteint aussi? Oui, parce que c'est une tragédie pour tout le monde à des degrés différents. Il y en a qui souffrent plus que les autres. Les habitants de Gaza dont personne ne parle plus. Mais par exemple, les pays du Golfe qui avaient voulu donner l'exemple, devenir d'une certaine manière le centre de gravité du monde arabe. Le centre de gravité du monde arabe, il y a 30 ans, c'était Le Caire, Beyrouth, Damas. Aujourd'hui, c'est Doha, Abu Dhabi et Riyad. Or, ces pays-là qui ont tellement investi dans cette volonté de se moderniser sont pris dans les raies d'un conflit qui les dépasse, mais auquel elles se sont associées en pensant se garantir la sécurité. Parce que les 19 bases américaines qui étaient sur place les exposent, attirent les foudres sur elles beaucoup plus qu'elles ne les protègent. Et ce sont ces bases américaines, il faut le redire à nos téléspectateurs, qui sont à l'origine visées. Mais il y a évidemment des missiles et des drones qui atterrissent dans des immeubles, dans des résidences d'habitation. Un mot pour terminer, Slimane Zeguidour, peut-être une note d'espoir. L'issue, elle peut venir d'où? De qui? Est-ce qu'il y en a une envisagée? Est-ce que vous êtes optimiste ou pas du tout au vu de ce qui se joue là? J'essaye d'être lucide, sachant d'abord une vérité universelle. Les hommes se battent beaucoup plus pour leur passion que pour leurs intérêts. Et leur passion, ça peut être des passions idéologiques ou religieuses. Or, on a des évangéliques aux États-Unis, on a des messianiques suprémacistes et juifs en Israël, et on a des chiites, on a un régime de mollahs qui a aussi sa propre dimension messianique. Alors, peut-être le seul vecteur, le seul moyen de rétablir un minimum de rationalité, c'est le problème économique. C'est-à-dire, s'ils sont tous touchés à leur portefeuille, là, peut-être ils pourraient atterrir sur Terre et reprendre la négociation diplomatique. L'issue qui viendrait de l'or noir, ça serait quand même intéressant, ça. On va continuer à évidemment suivre ce que ça provoque un peu partout dans le monde, parce que tout le monde réagit à cette flambée des cours, des prix du baril de brut. Ça parle à tout le monde, quelles que soient les idéologies, quelles que soient les passions, comme vous le disiez. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Merci.